devrait marcher. Très Alors bien. moi j'avais dû vous laisser, la Oui, dernière fois, j'avais une réunion qui m'était tombée dessus exactement. et je sais pas où est-ce que vous en êtes parce que la dernière fois vous en étiez à 174. Ouais, et on arrivait à 175 Je crois normalement. qu'on n'a pas trop bougé. Oui, On n'a pas parce que trop bougé. tout à fait. Parce qu'on a parlé, on avait parlé des phénomènes trompeurs et tout ça, des vérités conventionnelles qui sont trompeuses, mais pas Ouais. pour tout le monde. Et on était arrivé à l'illusion magique, comment est-ce qu'elle est expliquée par les différentes écoles. OK. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est assez simple, hein. Si par exemple vous deviez expliquer comment expliquer l'illusion magique de l'éléphant du point de vue Chitamatrin, par exemple. Voilà. Pour les Chitamatras, de toute façon, il n'y a aucun, Alors attendez. aucun phénomène qui soit hors la conscience. Oui, Ah oui, 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 c'est que l'esprit seul, oui, effectivement, oui. tout à fait. Ouais. Ouais. Et donc l'éléphant, ce serait quoi alors? L'éléphant magique, ce serait? Une hallucination? Ouais, une hallucination dans le sens où quand on regarde une table, on a l'impression que la table existe à l'extérieur. Ouais. Oui, oui. Ouais. Et donc une C'est ça. table extérieure, ce serait l'éléphant magique. Ouais. Et puis, on pourrait dire que la poudre de perlimpinpin, le mantra, tout ça, c'est l'ignorance fondamentale. Euh, et oui, pour les Chitamatrins, c'est l'ignorance fondamentale, mais c'est quand même le voile cognitif, hein. Donc voilà, c'est une ignorance, on pourrait dire, qui relève du voile cognitif pour les Chitamatrins. Ok. Et puis pour les Swatantrika, donc on l'a vu, c'est assez simple. C'est l'existence véritable, l'éléphant. Mmh. Et pour les Prasangika, c'est facile. C'est un rêve, c'est une Pour les illusion, c'est une Prasangika, hallucination. c'est la vérité. C'est oui, Oui, voilà, c'est ça, non, c'est ouais, l'ignorance. C'est Voilà, quoi? l'éléphant un serait... rêve, une bulle de rosée, le Oui, quatrain là, on peut dire. exactement, tout à fait. C'est-à-dire qu'en effet, l'illusion magique va illustrer la façon dont les phénomènes existent conventionnellement. Ouais. Mmh. Et on pourrait dire que l'éléphant de l'illusion magique, c'est un non-existant, vous êtes d'accord? Ouais. Donc on pourrait dire que c'est l'illusion magique serait l'apparence d'existence inhérente et l'éléphant lui-même serait l'existence inhérente. Ça n'a jamais existé. Ouais. Mmh. On peut dire ça comme ça. Voilà. Très bien. Et donc c'est pourquoi, bah là, c'est les pages qui suivent, il explique comment justement les différentes écoles expliquent l'exemple. Donc on va les passer et on arrive à 179 déjà. Waouh! Waouh! Bonjour, 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 c'est Philippe Bonjour. et Sébastien. Bonjour! Il a dit qu'il n'était pas à jour, Philippe, alors. Est-ce que Je- vous pouvez me Bonjour. donner le lien, mais pour les débats de ce soir? Oui, oui, oui. Oui, Là, il ok. a dit qu'il était à jour. Ok. Ah, D'accord. Donc c'est normal si vous êtes là pour les deux vérités, ouais. Bah oui, Ok. Parce que des j'assume. fois, les gens se trompent de groupe. Et donc ça tombe bien parce qu'on arrive à la page 179. Déjà, Est-ce le dernier, c'est le dernier chapitre du livre? Ah non, pas tout à alors fait. il est possible que ce soit l'un des derniers chapitres. Ah non, Ouais, c'est peut-être chapitre l'avant-dernier. 5. ouais, l'avant-dernier parce Ouais, qu'après on ouais, a abordé les Prasangika, page exactement. 237. Voilà, parce qu'après, il y a l'absence d'existence ultime et qui Ouais. suit, et ensuite distinguée selon les Madhyamika. Ah oui, Voilà. il y a l'absence d'existence ultime aussi, ouais. Ouais, D'accord. très bien. Et donc, c'est les derniers chapitres, en effet, et il y aura encore un quatrième, aborder les Prasangika. Ah ouais, Donc, c'est ça. peut-être qu'il va aller un petit peu plus en profondeur dans les Prasangika. Donc, finalement, on arrive à la fin du livre, heureusement, Mmh. et j'espère que l'année prochaine, on pourrait faire connaître l'esprit Ah de ouais. la Tricotier. Wow. Alors, il Mais est mais vrai, avec la traduction des éditions Vajrayogini qui est pas super, super, hein, d'après ce que j'avais Ah, compris, hein. tout Il y à a fait. beaucoup Il y de a, choses. il y a Mais tu sais, Gine, ce qui serait bien, c'est qu'on soit, on l'étudie et en même temps on soit des relecteurs attentifs. Parce oui, que je pense qu'après, si on peut dire à la Vénérable Detchen: «On l'étudie, on a vu plein de coquilles, on t'écrit tout ça», ça pourra oui. beaucoup l'aider pour le rééditer. Tout à fait, exactement. J'ai relevé déjà quelques coquilles parce que j'avais donné Mmh. des classes là-dessus il y a quelques années. Oui, Et sur les deux vérités aussi, on pourra lui envoyer une tout liste à de fait. coquilles. Oui, tout à fait. Exactement, c'est très utile, ouais. C'est génial. Sauf que si on passe des pages. Mais à connaître l'esprit, il y a peu de chances qu'on passe des pages parce que Oui, c'est voilà, vraiment exactement. Mmh. Et c'est un livre qui est épuisé, hein, ça devient qui très est difficile de épuisé, le trouver, hein. hélas. Mmh. Ouais, hélas. Donc on redemandera, comme on avait fait pour les deux vérités, on demandera l'accord officiel de Venerable Detchen pour
utiliser le texte intégral Oui. pour les classes, parce que c'est public, hein, c'est sur YouTube. Mm. Mais c'est à titre non lucratif. De toute façon, toutes mes classes sont de Tout à toute fait. façon à participation totalement libre. Donc, c'est pas à but lucratif de toute façon. Mais c'est important d'avoir l'autorisation quand même Oui, de oui, oui. l'édition. Et donc, si vous pouvez déjà vérifier maintenant s'il est possible que vous puissiez vous procurer, connaître l'esprit, ce serait super. Il existe en anglais, il est toujours publié en anglais, à la rigueur, si on ne trouve pas le français. Ouais. Moi, je peux demander à la boutique de Vajra Yogini si, Oui. par hasard, Clotilde a des exemplaires au fin fond de sa boutique. Je vous le Ce dirai. serait super. Ce serait super, comme on avait fait pour celui-ci. Ouais, exactement. Mm. Ce serait super. Eh ben, c'est génial parce que voilà, il est très utile aussi ce livre-là. Il y a beaucoup de corrélations avec ce qu'on voit ici et c'est passionnant. Très bien pour ceux que ça passionne. C'est ça. Et donc, on est dans distinguer les deux vérités. Alors, c'est ça qui est génial parce qu'il y a plein de bouquins sur les deux vérités. Il y a par exemple The Two Truths de Guy Newland qui est exceptionnel en anglais, bien sûr. Et du point de vue Gelugpa par rapport à la voie médiane, il y a aussi The Two Truths Debate si vous voulez comprendre le débat entre Lama Tsongkhapa et les autres écoles philosophiques, les autres ordres tibétains, Nyingma, Kagyu, Sakya, etc. En anglais, hein? En C'est anglais, en ouais. anglais. The Two Truths Debate, c'est magnifique, c'est vraiment exceptionnel. Et il y en a un autre que vous connaissez parfaitement qui s'appelle Les deux Oui. Exactement. Et là, on est chez les Prasangika, mais chez les Madhyamika en général. Et donc, il dit, OK, donc c'est page 179, parlons des deux vérités, de leur définition, de la compréhension des mots conventionnels et ultimes dans le cas de ces deux vérités. Et donc, pourquoi deux vérités d'ailleurs, et pourquoi pas trois ou quatre ou cinq ou une? Pourquoi deux? Mais parce qu'il Il y en n'y a a pas une 46, il y a pas 46 000 réalités. Il y a une réalité et une je vérité au comprends. regard de l'ignorance. Oui, Ouais, exactement. voilà, Il y a une ça. réalité. Allô? Ah, on n'entend plus Oui, Dominique. Dominique? Ah, Ah, oui, mais ça oui, coupe vas-y. chez moi, je ne sais pas. Ouais. Oui, je dis il y a une vérité au regard de l'ultime et une vérité au regard de l'ignorance. Voilà, exactement. Ça veut dire qu'il y a la réalité, on pourrait dire, la réalité finale, donc la vérité ultime, et il y a le paraître. Comment est-ce que les choses se manifestent à notre conscience ordinaire? Ouais. Et, Donc, oui. Et normalement, s'il y a l'un, il y a l'autre. Donc, voilà, exactement. Et comme il y a l'être et le Ah bah paraître, oui, voilà, exactement. Et ça, c'est passionnant parce que si on comprend, comme dit Satsante dans l'hommage qu'il a composé aux 17 pandits de Nalanda, à la strophe 20, il explique pourquoi c'est si important de comprendre les deux vérités, parce que c'est sur la base des deux vérités qu'on comprend les quatre nobles vérités, et donc les trois joyaux, etc. Ouais. Ouais. Puisque, en effet, les quatre nobles vérités, les deux premières sont associées à la vérité conventionnelle, c'est-à-dire comment les choses nous apparaissent de manière conventionnel. distordue, exactement distordue, et comment on adhère à cette distorsion. Ouais. Et donc, c'est oui, c'est parce qu'il y a les apparences qu'il y a la vacuité. exactement, tout à fait. Les deux sont nécessairement une même entité, donc ça, on va aussi l'approfondir. Et c'est aussi parce qu'il y a ces apparences distordues qu'on a des chances d'adhérer à ces apparences distordues, et donc on a les premières vérités, la vérité de la souffrance et les origines de la souffrance. Ouais. Et il y a aussi, grâce à la vérité ultime, on comprend la possibilité des vraies cessations et des vraies voies. Ouais. Et donc c'est vraiment fondamental, cette association des deux vérités par rapport aux quatre nobles vérités. Ouais. Ok, donc en effet, il y a l'apparence et la réalité, c'est pourquoi il y a les deux vérités. Ouais. Très bien. Ok. Donc il y a deux façons de différencier les deux vérités. Il va mentionner deux types de définitions d'un certain point de vue. La première, du point de vue de la compréhension conceptuelle ou du point de vue qui inclut la compréhension ou d'un point de vue qui inclut la compréhension conceptuelle. Ok. Donc ça veut dire que, comme vous le savez, il y a deux façons d'accéder à l'univers, ouais, Oui. qui sont. Le concept et la perception directe. Voilà, Le exactement. concept et la perception directe. Tout à fait, la conception et la perception directe, exactement, la cognition non conceptuelle et la cognition conceptuelle. Exactement, c'est pourquoi il va faire cette distinction des deux vérités du point de vue d'abord de la conception. Ensuite, la seconde, d'une façon qui ne se réfère qu'à la réalisation directe des choses. Ouais. Donc c'est pourquoi il va mentionner dans ce chapitre la façon de distinguer les deux vérités, d'abord du point de vue de la conception, ensuite du point de vue de la perception. Ok. Ces deux façons reviennent strictement au même.
l'objet qui est trouvé par l'investigation ultime est la vérité ultime. L'objet qui est trouvé par l'investigation conventionnelle est la vérité conventionnelle. Ça, c'est vraiment génial. Ça, c'est vraiment génial. OK. Mais il y a beaucoup de débats par rapport à ça. Il y a des débats. Il y a des débats. Parce que, justement, on va en voir quelques-uns. Il va en parler, ouais. Donc d'abord, par la compréhension conceptuelle. Le verre, donc il a un verre devant lui et prend ça comme exemple. Le verre est trouvé par l'investigation conventionnelle, vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Très bien. C'est la compréhension, la réalisation du verre, en tant que possédant ses caractéristiques propres de verre. Donc, ses caractéristiques foncières d'être un verre, ouais. Parce que caractéristiques propres, ça tend vers l'inhérence. Hein, donc, voilà. Et il n'y a pas d'inhérence pour les personnes qui ouais. Très bien. Et donc, tous les phénomènes sont perçus, réalisés ou conçus par les perceptions ou les conceptions qui les appréhendent, et les phénomènes conventionnels sont perçus ou conçus par les perceptions ou les conceptions conventionnelles qui les appréhendent. Ouais, donc, on a des perceptions conventionnelles et des conceptions qui relèvent du conventionnel aussi. Très bien. Donc, à un certain niveau, les phénomènes sont trouvables. Ouais, ça veut dire que la définition d'un existant, c'est quoi? Qui est observé par une conscience valide. Observé par une cognition valide. Voilà, observé par une cognition valide. Cognition valide, oui. Exactement. Et une base établie, c'est pareil, c'est équivalent avec existant. Une base établie, c'est établi par une cognition valide. Ouais. Donc ça veut dire que si c'est observé ou établi par une cognition valide conventionnelle, c'est une vérité conventionnelle. Ouais. Très bien. Et moi, j'ai un problème avec la première phrase. oui, laquelle, vas-y? Le verre est trouvé par l'investigation conventionnelle. Oui. Mais le verre peut aussi être trouvé par l'investigation ultime. Alors, s'il était trouvé par l'investigation ultime, qu'est-ce que ça voudrait dire? Bah, ça voudrait dire qu'il n'existe pas il n'existe pas ultimement. Alors, en fait, oui, mais c'est la vacuité du verre qu'on trouve. Oui. C'est la vacuité du verre. Non, parce que ce que je ne comprends pas très bien, c'est que je vais essayer de mieux m'expliquer. Dans ces phrases-là qu'on vient de lire, ce qui me gêne, c'est que pour moi, quel que soit l'existant, on peut le trouver par une investigation conceptuelle ou par une investigation ultime ou conventionnelle, peu importe l'existant. Tout existant peut être un objet d'investigation. Oui, tout à fait, exactement. Conventionnelle ou ultime. Alors que là, j'ai l'impression, ou alors j'ai rien compris ce qu'il y a écrit, mais j'ai l'impression qu'il a l'air de dire que, les phénomènes, on peut les trouver que par l'investigation conventionnelle. Alors, les C'est ça que tu es en phénomènes, train de dire? les phénomènes conventionnels. Oui, mais tous les phénomènes sont conventionnels, parce que moi, j'ai pas une conscience qui a réalisé la vacuité. Donc, tous les phénomènes que je vois, ils sont conventionnels. Exactement, tout à fait. En effet, on pourrait dire que tu pourrais. Alors, si on met de côté la conception, Oui. si on parle que de la perception, en effet, si on n'est pas un aria, on n'a aucune chance de percevoir la vacuité, en effet, percevoir directement la vacuité, ouais. Donc, ça veut dire que si on n'est pas un aria, tout ce qu'on perçoit, c'est nécessairement des vérités conventionnelles, ouais. Tout à fait. Exactement. Mais il n'empêche que, oui, qu'on peut la concevoir. on peut la concevoir aussi, exactement. On peut concevoir la vérité de manière conceptuelle. Donc, de ce point de vue-là, on va dire que la vérité ultime, elle peut être aussi l'objet d'une conscience, on est d'accord? Elle est observée par une cognition valide, ouais. Oui. Elle est observée par une cognition valide parce qu'elle existe. Ouais. Très bien. OK. Maintenant, est-ce qu'elle est trouvée par une cognition valide? C'est là où il va y avoir des discussions. C'est là où il va y avoir des discussions. Par exemple, OK, on a les deux machines à rayons X. Ouais, on a une machine à rayons X conventionnelle. Donc ça, c'est l'exemple de l'un de mes enseignants, il a approché d'Abdul. On a la machine à rayons X conventionnelle et on a la machine à rayons X ultime. Ouais. OK, donc on a ces deux modes de recherche, d'investigation. OK. Si on passe le verre dans la machine à rayons X conventionnelle, qu'est-ce qu'on trouve? Une réalité conventionnelle. Voilà, exactement. On trouve le verre. On trouve le verre, tout simplement, ouais. Parce qu'on le cherchait dans la pièce. C'est ça l'investigation conventionnelle, c'est le chercher conventionnellement, c'est-à-dire où j'ai mis mon verre. Ouais. Très bien. Et donc on le trouve, ça veut dire qu'il existe conventionnellement. Très bien. OK. Maintenant, si on le passe dans la machine à rayons X ultime, qu'est-ce qu'on trouve? Sa réalité ultime. La vacuité. La vacuité du verre. Exactement, qui est sa réalité ultime. Exactement.
C'est ça. qui est sa vérité ultime. Très bien. Donc ça veut dire que la vérité ultime, elle est trouvée par une conscience, ouais, par une investigation. Laquelle? Là, l'investigation ultime. Ouais, très bien. Oui. Et donc ça veut dire que, est-ce que la vacuité du verre, est-ce que c'était ce qui était recherché initialement? Ben non. Non. Hein, Si, c'est ce si, que... si c'était par une investigation conventionnelle, non. Non, ouais. Alors, en fait, en effet, là, on recherche le verre dans la machine à rayon X ultime, et c'est dans cette machine à rayon X ultime. On est en train de faire une recherche ultime. Ouais, c'est-à-dire qu'on ne se satisfait plus de la simple recherche conventionnelle, on dépasse cette frontière et on cherche vraiment où est le verre. Où est-ce qu'il pourrait y avoir un verre ultime? C'est ça que ça veut dire, en fait. Et est-ce qu'il y a un verre ultime? Ben non. Bah Non, non, il n'y a pas, non, non. il y a pas de verre Non, il y ultime. a une vacuité d'existence Il y a une- inhérente. Voilà, exactement. Donc, Voilà. l'absence de verre ultime, c'est la vacuité du verre. Oui. Et donc ça s'est trouvé à l'issue de l'investigation, hein. Mais ce n'était pas ce qui était cherché. On ne cherchait pas la vacuité du verre, on cherchait le verre, ultimement. Ouais. 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 Oui. Donc ça veut dire que la vacuité, elle n'était pas recherchée initialement, mais elle est trouvée, comme dit Guéchet-Dreyfus dans la suite des pages, il dit accidentellement. Ça veut dire que, Malgré nous, oui, on la trouve. exactement. C'est pas ce qui était cherché Oui, parce que initialement, c'est mais on la puisque c'est trouve. une absence. On ne peut pas chercher une absence puisque c'est une absence. On ne peut pas chercher une absence. Ah si, je pense. Ça veut dire que, par exemple, Puisque c'est si... une absence, c'est pas ce qu'on cherchait au départ. On ne cherchait pas l'absence du verre. On cherchait Voilà. comment existait le verre ultimement. Oui, oui. Voilà, exactement. Mais il Bien est sûr. possible en général de chercher où se trouve une absence, non? Oui. Oui, d'accord, il n'y a pas d'éléphant dans la pièce. Ok. Exactement. Très bien. Donc ça veut dire que c'est là où il y a un point très délicat, c'est que Oui. la vacuité, même si elle n'était pas cherchée euh, initialement à travers l'investigation ultime, elle est de toute façon trouvée à l'issue de cette investigation ultime. Ouais. Et donc elle est observée par une conscience ultime. Mais le problème, c'est que certains ont dit, certains ont essayé, il y en a qui ont essayé de dire que la vacuité, puisqu'elle est observée par une cognition ultime, une investigation ultime, eh bien, elle résiste à l'analyse ultime. Ce qui n'est pas vrai. Mm. Puisque la vacuité, si à son tour on la soumet à la machine à rayon X ultime, qu'est-ce qu'on trouve? La vacuité, La la vacuité de la vacuité. vacuité. Sa La vacuité. vacuité de la vacuité, exactement. On trouve la vérité ultime de la vacuité, exactement. Ça veut dire que la vacuité, même si elle est trouvée à l'issue d'une analyse ultime d'autre chose, elle-même ne résiste pas à l'analyse ultime, puisque si on la soumet à son tour à l'analyse ultime, qu'est-ce qu'on trouve? Son absence d'existence ultime. Oui. Donc elle ne peut C'est-à-dire pas qu'elle résister. Oui, a une existence conventionnelle, mais pas d'existence ultime. C'est ça. exactement. Tout à fait, puisque tout ce qui existe a nécessairement une simple existence conventionnelle. Mais ça ne veut pas dire que si tout ce qui existe a une existence conventionnelle, que tout ce qui existe est une vérité conventionnelle. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ouais, parce que la vérité ultime existe conventionnellement. Elle n'existe pas ultimement, parce qu'elle ne résiste pas à l'analyse ultime. Elle n'existe pas ultimement. Elle n'existe que conventionnellement, mais ça reste la vérité ultime. Ouais, Hmm. ouais, ça joue? Oui. Oui. Waouh, magnifique! Ça, c'est super. Voilà, ben on a expliqué déjà ce qui se trouve dans les pages qui suivent. Ah ben voilà, très bien. Allez hop, chapitre suivant. C'est génial ça. Très bien. Ok, perception conventionnelle. Donc ça on peut passer parce qu'on vient de le voir. C'est super. Investigation ultime, Ah ben ok. oui, parce qu'il y a la question d'étudiant en bas de la page 180. Voilà, qui est importante. Ouais. Comment s'y prendrait-on pour faire une analyse ultime de la vacuité? Ouais. Et donc il répond, le principe est toujours le même, à savoir qu'on cherche la vacuité comme existant indépendamment de l'esprit auquel elle apparaît. Mais en fait, on pourrait aussi chercher la façon dont la vacuité existe. Existe-t-elle indépendamment du verre ou pas? Ouais, Non. Et non. exactement. Non, elle n'existe pas indépendamment du verre. Parce que si c'était le cas, quelles seraient les... Elle existerait. Si c'était Oui, le cas, elle existerait. alors elle existe. Alors, Effectivement. elle existerait ultimement, elle existerait indépendamment. Voilà. Ouais, Mm. ouais. Ça veut dire qu'en général, elle existe. En général, elle existe conventionnellement, mais elle existe en dépendance. Ouais. Oui. C'est-à-dire que c'est une caractéristique du verre. Si le verre cesse d'exister, il n'y a plus sa vérité ultime. Ouais. Ah C'est oui. comme l'impermanence du verre. L'impermanence du verre,
C'est ça qui est important. On essaiera de voir au cours des prochaines sessions de débat, pas aujourd'hui, mais lors des prochaines sessions, c'est de voir la distinction entre être une même entité et Voilà. être une même entité simultanée. Ouais. Il y a le fait d'être une même entité et le fait d'être une même entité simultanée. C'est-à-dire que la tasse ou la table ou le verre, n'importe quoi, le verre et la généralité impermanent sont une même entité, vous êtes d'accord? Oui, Même entité parce que? c'est parce que si la généralité impermanente disparaît, le verre disparaît. Alors ça, c'est la relation de même essence, ouais. Alors, parce qu'ils apparaissent simultanément à une perception directe, Oui, c'est non ça. contredite. Voilà. En fait, ils apparaissent à une perception directe et n'apparaissent pas séparément. Ouais, c'est ça, être une même entité, ouais. Oui, c'est les 2 choses. Mm. Ils n'apparaissent pas différemment À une et en même plus perception. voilà, ma perception, d'accord. Voilà, ils n'apparaissent pas séparément, on peut dire, ouais. Mmh. Exactement. Ça veut dire que quand vous percevez le verre, vous percevez un impermanent. Quand vous percevez la table, vous percevez sa couleur. Ouais. Oui. Etc., etc. Donc ça veut dire, quand on dit que les deux sont impermanents, en plus d'être une même entité, il y a un terme technique, on va dire, c'est une même substance ou une même entité substantielle. Ouais. Ok. Donc ça veut dire que la table et la généralité chose ou la table et la généralité existant, etc., sont une même entité. Ouais. Ok. Oui. Mais ne sont pas une même entité simultanée. Ouais. Ça veut dire que la table, si elle cesse d'exister, est-ce que la généralité existant cesse d'exister? D'accord, elle est toujours. Non, non, non. Elle l'est toujours, exactement. Exactement. Par contre, la table et l'existence de la table sont une même Oui, entité simultanée. tout à fait. Ouais, parce que la table et son existence, pas existence en général, mais l'existence de la table sont une même entité simultanée. Ça veut dire qu'elles coexistent nécessairement. Quand l'une cesse, l'autre doit cesser. Vous êtes d'accord? D'accord. Et ben, c'est Oui, pareil avec la table et sa Et sa vacuité. vacuité, et oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Elles sont une même entité simultanée. Si l'une disparaît, l'autre doit nécessairement disparaître. Ouais. D'accord. Oui. Très bien. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'en effet, c'est une relation de même essence dans ce cas-là. Parce que la relation de même essence, ça veut dire que les deux sont différents et si l'un disparaît, l'autre doit disparaître. Ouais. Donc, Mm. on serait tenté de dire que la relation de même essence, si elle est mutuelle, à ce moment-là, elle correspond au fait d'être une même entité simultanée. Ok. D'accord. Ah, ça c'est intéressant. Oui, Mmh. Ok. Moi, je pensais à la continuité des jeux. Ah, la continuité des jeux. Et ça, c'est important parce que la dernière fois, on n'a pas tout à fait répondu à cette question-là. Non, non, non. C'était hier, je crois. Oui, c'est les instances du jeu et le Exactement. recouvrement du jeu, Tout à fait. Ça veut dire que il y a le jeu en général qui est une généralité, on est qui est une d'accord? généralité, ouais. Voilà. Et donc, chaque instance de la généralité est nécessairement la même entité que la généralité. Ça veut dire que chaque instance du jeu doit être jeu. C'est-à-dire que mon jeu de ce matin, mon jeu d'hier, mon jeu d'avant-hier sont jeux. Ouais, on est d'accord. Donc, ça veut dire que les instances sont nécessairement participent de la même entité que la généralité. C'est-à-dire que pour que table soit un existant ou une instance de la généralité existant, il faut d'abord qu'elle soit existante. Ça, c'est vraiment fondamental. Mm. Ouais. Ensuite, il faut qu'elle soit liée par la même essence à existant, et il faut qu'il y ait d'autres instances que table qui soient existantes. Ouais, donc, on a trois raisons principales. OK. Donc, ça veut dire que la première raison est très importante. C'est-à-dire que pour que je sois une instance de la généralité être humain, il faut que je sois un être humain, nécessairement. Oui. Ouais. Donc, ça, cette première raison est très importante. Donc, pour que chaque instance du jeu soit une instance de la généralité jeu, Généralité. chaque instance soit jeu. Ouais. Par Mm. contre, Par contre, aucun instant constitutif n'est le continuum lui-même. C'est-à-dire que, par exemple, on a une heure. Une heure, elle est constituée de 60 minutes, on est d'accord. Donc, chacune des minutes est une partie du tout de l'heure. Mais aucune des minutes n'est une instance d'une heure. Parce que si c'était le cas, il faudrait qu'une minute soit une heure. Parce qu'on a dit, pour être une instance de généralité, pour qu'une table soit l'instance de la généralité existant, il faut que table soit un existant. Ça, c'est la première raison. Ouais. Mais aucune instance, aucune partie d'un tout n'est le tout. D'accord, d'accord. Ouais. Mhm. Oui, oui. N'est une heure. Donc, ça veut dire que les parties et le tout, c'est très différent par rapport à instance et généralité. Ouais. Ouais, Oui. ça, Oui, oui, oui. ok, ça veut Oui. dire que
si on parle du jeu, des différents jeux qui sont les parties du continuum jeu, dans ce cas-là, elles ne sont que les parties. Et donc, elles ne recouvrent pas, il n'y a pas de recouvrement entre les parties et le tout. Ouais. Par contre, si on dit que les différents jeux sont les instances de la généralité jeu et plus du continuum, dans ce cas-là, ça joue. Puisque chaque instance. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se transmigre après la mort, quoi, en fait? Ah, c'est le simple jeu. C'est le simple jeu. Mais ce qu'il faut voir, c'est que quand on parle du simple jeu, les Prasangika sont d'accord pour dire que le jeu est un composé non associé. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Ouais. Donc un composé non associé, c'est quoi la définition? Ni forme ni conscience. Alors une corne de Ah, lapin est un normalement. composé non associé. Un phénomène uniforme. Donc Phénomène. l'espace incomposé est un composé non associé, parce que c'est un phénomène qui n'est ni forme ni conscience. Il est permanent. Ah, impermanent. Un Ok. phénomène Permanent, permanent. impermanent. Mais non, l'espace est Permanent, permanent, mais permanent. l'autre, c'est Ok. permanent. Donc un impermanent qui n'est ni forme ni conscience, vous êtes d'accord? Mm. Ça, c'est Ouais. un composé non associé. Et donc les Prasangika sont d'accord pour dire que la personne, en effet, c'est un composé non associé. C'est impermanent et ce n'est pas son corps et ce n'est pas sa conscience. Ouais. Et donc, c'est ça la personne, le jeu, l'individu, le soi conventionnel, etc. C'est exactement ça. Donc, ça veut dire que un impermanent qui n'est ni forme ni conscience, il doit quand même être imputé en dépendance de quelque chose. Il doit être désigné en dépendance de quelque chose. Ouais. Ouais. Mm. C'est-à-dire que le temps, on doit le désigner en dépendance d'une durée, en dépendance du changement, etc. Mm. Et la personne, on doit la désigner en dépendance des agrégats. Ouais. Mm. Donc ça veut dire que le jeu, le simple jeu qui passe d'une existence à l'autre, c'est la généralité jeu. Ah, d'accord. Ouais. Mais aucune des instances ne passe d'une vie à l'autre. C'est impossible puisque le jeu de ma vie passée, il est non existant à l'heure actuelle. Oui, il est détruit et puis il y a une continuité, ouais. Exactement. C'est la simple continuité, on pourrait dire, soit le continuum, soit la généralité jeu. Dans ce cas-là, ça joue parce qu'un continuum, de toute façon, est une généralité. Ouais. Ouais. Très bien. Et donc, en fait, ça dépend comment on voit les choses. On peut dire soit c'est le continuum du jeu qui continue, parce qu'il se renouvelle à chacun de ces instants qui passent, de toute Mhm. façon. Et, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aucun des instants qui passent ne représente le continuum dans son ensemble. Oui, oui. Comme on a dit, aucune des D'accord. minutes ne représente une heure. Ouais. Pas des instants. Ouais. D'accord. Exactement. Quand on parle du continuum, les parties du continuum ne sont pas des instances du continuum. Quand on parle de la généralité, ça joue. Quand on parle de la généralité, aucune les instances de cette généralité sont nécessairement séquentielles. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que mon jeu d'hier, c'est terminé. Oui, oui. C'est mon jeu d'aujourd'hui, demain, ce sera mon jeu de demain, etc. Et donc, la généralité jeu, elle passe, elle imprègne totalement chacune de ces instances. D'accord. Ouais, ouais. Mais elle n'est exemplifiée par aucune de ces instances, puisque les instances ne peuvent pas représenter une généralité. D'accord. Aucune instance n'est la généralité de cette instance, on pourrait dire. On pourrait dire qu'une instance est une généralité, peut être une généralité, n'est pas nécessairement une généralité, mais peut l'être. Et mais l'instance n'est jamais sa généralité. Ça veut dire que si c'est l'instance d'une généralité, c'est nécessairement pas la généralité de cette instance. Okay. Oui, oui. Ça, c'est clair. Ok, donc c'est pas très grave. C'est qu'en effet, c'est le jeu, le simple. Généralité, j'ai compris. Voilà, Ouais. bravo, magnifique. Excellent, c'est super. Très bien. Et donc, le principe est toujours le même. On soumet la vacuité à l'existence, à l'investigation ultime. Est-ce qu'on la trouve? Non. Vous êtes d'accord? Ouais. Une vacuité, mais pas cette vacuité qu'on cherchait initialement. On trouve la vacuité de cette vacuité. Ouais. Oui. Très bien. Ok, donc elle est trouvable lorsqu'on cherche autre chose. Très bien. Lorsque, par exemple, on cherche le verre, on trouve la vacuité, mais lorsqu'on recherche la vacuité, on ne la trouve pas. Bah non. Exactement. Donc, bien que, quand on la recherche ultimement, bien sûr, hein. Donc, bien que la vacuité soit trouvée par l'analyse ultime, elle ne résiste pas à cette analyse ultime. Les Tibétains parlent de établi comme supportant l'analyse ultime.
si quelque chose est trouvable par l'analyse ultime lorsqu'on le cherche. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'il y a une distinction entre résister à l'analyse ultime et Ouais. être Établi, comme supportant. exactement. Donc ça veut dire que certains, par exemple, certains Tibétains, par exemple, Lodden Sherab, qui est un grand traducteur du temps de Joe Atisha, disait que la vacuité était inconnaissable, on ne pouvait pas la connaître. Parce que si on pouvait la connaître ultimement, elle aurait une existence ultime. Ouais. Et donc il dit, bah non, on ne peut pas la connaître. Donc c'était une forme d'apophatisme de l'époque. Et d'autres, comme Chapa Chukisange, disaient, puisque la vacuité est observée à l'issue d'une analyse ultime, eh bien elle résiste à l'analyse ultime et donc elle a une existence ultime. Ouais. On a tendance, Et on là, a tendance à faire ça, Est-ce qu'on pourrait dire d'une autre manière, résister à l'analyse ultime, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas la vacuité toute seule? oui, on pourrait dire ça. En fait, On peut dire ça comme ça? résister à l'analyse ultime, ça veut dire que ça existe de manière indépendante, ça existe de manière ultime. Ouais. Voilà, Donc, c'est à ça. la rigueur, on pourrait la trouver toute seule. Ouais. Ouais. Ouais, Ah, ça veut dire... oui. alors, tu dis on pourrait la trouver toute seule? Oui. Parce que si elle résistait à l'analyse ultime, elle aurait une existence ultime Si, absolue. c'est si. Si. Ouais. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'elle ne peut pas de toute façon résister à l'analyse ultime, puisqu'on ne la trouve jamais toute seule. C'est toujours la vacuité de quelque chose, non? Ça coupe tout. Allô? D'accord. Donc, elle ne résiste pas à l'analyse ultime parce qu'on ne peut pas trouver la vacuité toute seule, c'est-à-dire qu'il existe de Exactement. manière inhérente. C'est ça? Oui. Voilà, tout à fait. Ok, je comprends. Génial, bravo, bravo, ça c'est super. Ça c'est vraiment super. Très bien, donc lorsqu'on cherche le verre, on trouve la vacuité. Lorsqu'on cherche la vacuité, on trouve la vacuité de la vacuité. Et ça n'a pas de fin. Et certains ont tendance à donner cet argument, en effet, de dire bah, à ce moment-là, ça n'a pas de fin, votre recherche de la vacuité, mais on pourrait se dire que une fois qu'on a compris la vacuité de la vacuité, bah, il n'y a plus nécessairement besoin d'aller chercher la vacuité de la vacuité de la vacuité, parce qu'on a compris qu'en général, si ça existe, c'est nécessairement vide. Très bien. Donc, aucun phénomène ne résiste à l'analyse ultime, bien que certains phénomènes, les vacuités, soient trouvés par l'analyse ultime. C'est un point délicat sur lequel de nombreux auteurs tibétains sont en désaccord, comme on l'a vu. Ouais. Certains sont tombés dans l'erreur de penser que puisque la vacuité est trouvée par l'analyse ultime, elle doit résister à l'analyse ultime, et donc elle doit exister de manière ultime. Je crois que c'est ça qu'il a voulu dire. Elle a dit qu'elle doit résister de manière ultime et exister de manière ultime. Ouais. Et donc ça, c'est Chapa Chukisange en particulier, bien sûr, qui a pensé cela. Mais si vous regardez dans de toutes choses des bêtes, il y a d'autres maîtres, comme les Jolangpa, par exemple, Dolpopa Sherab Gyaltsen, qui dit par exemple que la vérité ultime a une existence absolue d'une certaine manière. Ouais. Ok, très bien. Donc il y a eu au Tibet des auteurs qui ont soutenu le point de vue que la vacuité existe de manière ultime, parce qu'ils n'ont pas réussi à distinguer le fait qu'être trouvé par l'analyse ultime et résister à l'analyse ultime sont deux choses différentes. Exactement. Ça, c'est magnifique. Quelque chose peut être trouvé par l'analyse ultime parce que autre chose est cherché. Ouais. Et donc, quelque chose peut être trouvé par l'analyse ultime sans pour autant résister à cette analyse ultime. N'ayant pas fait cette différence, certains auteurs tibétains sont arrivés à la conclusion que les phénomènes conventionnels n'existent pas réellement, mais que la vacuité ultime, la vacuité, elle existe de manière ultime. Et ça, c'est très grave. Oui. C'est très grave, c'est ce que dit Alaya Nagarjuna. Ce sont des personnes incurables. Donc il dit, c'est évidemment en complète contradiction avec l'essence de Dhammaka, qui dit qu'il n'y a rien qui existe de manière ultime. Les textes de Arya Nagarjuna, les textes Madhyamika, vont plus loin et disent que la personne qui pense que la vacuité est trouvable de manière ultime est incurable. Ouais. Est-ce qu'incurable, il faut le prendre dans le sens de ils n'arriveront jamais à réaliser la sagesse qui réalise la vacuité? Eh ben, en fait, Ils n'atteindront jamais la libération finalement. ils n'atteindront Parce qu'ils jamais se la libération. trompent dans l'objet de réfutation. Voilà, exactement. Ils n'atteindront jamais la libération s'ils continuent de saisir la Voilà, s'ils vacuité comme continuent. existant de manière absolue. Oui. Ouais. Exactement, puisque la vacuité, c'est le remède à notre saisie d'existence absolue. Oui, absolument. Et donc, si à son tour, comme dans certaines traductions en français, on trouve vérité absolue. Absolument.
Exactement, et ça, c'est très grave. Ouais. On a Que ça tous n'a lu Eh pas... ça. oui, bien sûr. Exactement, on a tous lu ça. Moi, j'ai lu plein de bouquins qui disaient la vacuité, c'est l'absolu, la Et on vérité a fait la absolue. confusion. Et on a fait la confusion. Exactement. Et donc, c'est dommage, c'est vraiment dommage parce qu'en plus, rien ne justifie cela du point de vue du sanskrit ni du tibétain. Ouais. Donc, ça veut dire que, en effet, on peut dire absolu quand c'est à la négative. Il n'y a pas d'absolu, il n'y a pas d'inhérence, il n'y a pas d'existence ultime. Ouais. Mais parler de l'absolu au sens affirmatif, pour les Madhyamikas, ça ne tient pas. Voilà. C'est ce que dit l'un des commentateurs occidentaux du traité du milieu de Nagarjuna, qui s'appelle Guy Bugeaud. Ouais, il a écrit Stance du milieu par excellence, donc il a commenté Nagarjuna, et il dit pour un Madhyamika, l'absolu, c'est un rond carré. Ah. Ça n'existe pas, c'est toujours à la négative absolue. Ouais. Et donc, hélas, il y a certaines traductions qui parlent de vérité absolue, et c'est une erreur. C'est une erreur. Ouais, ça devrait être corrigé. Ok, très bien. Très bien. Donc, les textes de Nagarjuna, etc., disent que la personne est incurable. Pourquoi? Quelle est notre maladie? La maladie est d'appréhender les choses comme existant réellement. Et c'est là que vient l'attachement, etc. Ouais. Parce qu'on a le premier des 12 liens, c'est l'ignorance fondamentale. Vous êtes d'accord? Ouais. Très bien. Donc, cette ignorance fondamentale, elle saisit d'abord les agrégats comme existant en soi, et puis elle va saisir la personne comme existant en soi. Ouais. Donc, il y aura la vue du destructible. Et la vue du destructible, c'est le premier lien. Ouais. Et donc, à cause de ce premier lien, on a les formations karmiques, la conscience, le nom et la forme, etc. Et vers les 8e et 9e liens, on a la soif et la saisie. Ouais. Et donc, ça va faire germer les graines qui sont le devenir, et donc la naissance, la vieillesse et la mort. C'est pour ça qu'il dit la maladie est d'appréhender les choses comme existant réellement, et c'est de là que vient l'attachement, ouais, la soif et la saisie. Très bien. Le remède, c'est la vacuité. Mais si on pense que ce remède existe de manière ultime ou absolue, il n'y a plus de remède possible, puisque le seul remède possible, c'est la vacuité, et que cette vacuité, on la considère comme existant réellement. Ouais. C'est comme transformer un remède en poison, tout simplement. Ouais. Alors que normalement, c'était plutôt le contraire. Normalement, un vaccin, c'est un poison transformé en remède. Ouais. Et donc là, si on transforme le remède en poison, on fait le contraire de ce qu'on était censé faire initialement. Donc c'est la vacuité, et que cette vacuité, on la considère comme existant réellement. On ne peut plus alors guérir de la maladie de l'existence réelle. Ouais. Wow. C'est magnifique. Magnifique. Ok. Ensuite, ce point de vue que la vacuité existe réellement a probablement existé en Inde dans certains contextes, probablement tantriques, mais c'est surtout au Tibet et en Chine que ce point de vue s'est manifesté avec le plus de force. Exactement. Dans l'Inde des discussions philosophiques classiques, les auteurs ne font pas cette erreur, et la question reste de savoir si le verbe existe réellement ou pas. Ouais. Surtout à l'époque où on se posait la question, mais ce qui est perceptible, ce qui est impermanent, etc., ce avec quoi on peut travailler au quotidien. Quelle est la nature de tout ça? Ouais. Mon je, mon moi, etc. Quelle est sa nature? Ouais. On ne se préoccupait pas vraiment de la nature de la vérité ultime, on se préoccupait surtout de la nature des vérités conventionnelles. Ouais. C'est ensuite au Tibet où on s'est posé ensuite la question, mais la vérité ultime, est-ce qu'elle est aussi conventionnelle que le reste? Donc en effet, oui, elle est aussi conventionnelle que le reste, mais ce n'est pas une vérité conventionnelle pour autant. Ouais. Ok, très bien. Donc ça, c'est important. C'est important. Ok. Donc après, il parle toujours de la même chose dans ce paragraphe. Et en bas, 182, les vacuités sont donc vérité ultime parce qu'ils sont l'objet trouvé par l'investigation ultime, par la conscience valable ou la cognition valide qui analyse l'ultime. Ouais. Quand il dit les vacuités, il parle des fameuses 22 vacuités? Alors en effet, on peut parler des 22 vacuités, 16 vacuités, 18, Oui, c'est 4, ça. Ouais. 2 ou même une infinité. Ouais. Parce qu'il y a autant de vacuités que de phénomènes conventionnels. Ouais. Ouais. Et il y a même les vacuités de ces vacuités. Ouais. Ouais. Donc ça fait beaucoup. Très bien. Ok. Donc là, ok, super, on a encore du temps, c'est magnifique. Tous les autres objets font partie de la vérité conventionnelle parce qu'ils sont trouvés par la conscience valide, la cognition valide, qui analyse le conventionnel. Ouais. Ok, donc là, il ne parle que des vacuités. Mais du point de vue de Serajé, on pourrait dire que dans les manuels de Serajé, par exemple les manuels de Lama Tsumpa, on verra que
pas uniquement les vacuités sont des vérités ultimes, mais aussi les vraies cessations. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de débats par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent non, les vraies cessations, en effet, c'est une absence, mais c'est pas l'absence d'existence véritable. Ouais. Il n'y a que la vacuité qui est une absence d'existence véritable, donc il n'y a que la vacuité qui est une vérité ultime. Mais Lama Tsongpa dit qu'un Arya Bodhisattva, en réalisation méditative, non seulement il perçoit la vacuité, mais il perçoit aussi les vraies cessations. Et donc, vu que les vraies cessations sont aussi observées par une condition valide ultime, ce sont des vérités ultimes. Donc, c'est juste un petit point supplémentaire, ouais. Ok, mais la plupart des autres vont dire non, il n'y a que la vacuité de l'existence inhérente qui est une vérité ultime. Pour de nombreux auteurs, une vraie cessation, c'est une vérité conventionnelle. Ouais. Oui, il y a les Chittamatra qui disent ça, non? En effet, les Chittamatrins vont dire que les vraies cessations, en effet, les vraies cessations, ce sont des natures imputées, ouais, puisque ce sont des phénomènes permanents. Ouais. Donc ça fait partie de la troisième nature, les natures imaginaires ou les natures imputées. Ouais. Et par contre, ils vont considérer que la vérité ultime, la vacuité, c'est une nature parfaitement établie, ouais, ouais, qui a une existence immutable. D'accord. Ok. Bah oui, pour eux, oui. Oui, exactement, puisque pour eux, La conscience. la conscience en particulier a une existence véritable. Ouais, tout à fait. Exactement. Wow, bravo, bravo. Très bien. Et donc ici, c'est de cette façon que sont établies les deux vérités. C'est la définition des deux vérités. Ça veut dire que la définition d'une vérité ultime, c'est ce qui est observé par une condition valide ultime. Ouais. Et la définition d'une vérité conventionnelle, c'est ce qui est observé par une condition valide conventionnelle. Ouais. Très bien. Et donc on peut dire que la vacuité, c'est une vérité ultime, mais l'existence de la vacuité, c'est une vérité conventionnelle. Ouais. Ouais, très bien. Oui, oui. C'est magnifique. On peut compliquer les choses et rajouter. Avant, on pourrait compliquer les choses, c'est pas assez compliqué encore. Donc, on peut compliquer les choses et rajouter quelque chose qui rend la définition un peu plus claire et plus inclusive. Donc, la vérité ultime, c'est l'objet qui est trouvé par la cognition valide lorsqu'elle analyse l'ultime et lorsque cette conscience est ultime par rapport à cet objet. Ok. Et donc, lui, il va expliquer pourquoi il y a cette définition un peu plus longue et plus complexe. D'habitude, c'est la définition qui est donnée dans les textes, pas tous les textes. Il y a certains textes où ils ne se prennent pas le chou à expliquer quelque chose d'aussi long. Mais il y a plusieurs auteurs, c'est ce qu'on retrouve dans The Two Truths de Guy Mullen. Il y a plusieurs auteurs qui utilisent cette définition parce qu'elle doit inclure la conscience d'un Bouddha. Ouais. Ah oui, et oui. Exactement. Ah oui, et l'omniscience. Être vivant. Et l'omniscience voit le conventionnel et l'ultime en même temps. Exactement, tout à fait. La conscience, toute conscience d'un Bouddha, certains vont dire surtout la conscience mentale, il y en a qui vont dire les consciences visuelles, auditives ne sont pas omniscientes, mais la plupart, enfin, beaucoup d'auteurs vont dire que toutes les consciences d'un Bouddha sont omniscientes. Et donc, la conscience ultime, la cognition valide ultime d'un Bouddha, qui observe la vérité ultime, vu qu'elle est omnisciente, elle observe aussi les vérités conventionnelles. C'est une conscience. Exactement. Et donc, ça veut dire que ces vérités conventionnelles sont observées par une condition valide ultime. Donc, les vérités conventionnelles deviennent des vérités ultimes. Et la perception visuelle d'un Bouddha qui perçoit le verre, comme elle est omnisciente, elle perçoit aussi la vacuité du verre. Donc, ça veut dire que la vacuité du verre est observée par une condition valide conventionnelle, et donc elle devient une vérité conventionnelle. Et donc, pour échapper à ces contradictions, ils sont obligés de rajouter qui, au regard de cette observation de cet objet conventionnel, devient une conscience conventionnelle, etc., etc. Ouais. En fait, ça veut dire qu'il faut rajouter la nature de la conscience qui analyse l'objet. Voilà, exactement. Pour dire que c'est l'objet principal, on pourrait dire, la conscience, la cognition valide ultime d'un Bouddha. Son objet principal, c'est la vacuité, mais il n'empêche qu'elle perçoit les vérités conventionnelles aussi. Ça ne veut pas dire que ces vérités conventionnelles soient des vérités ultimes. Donc on doit dire, au regard de cette vérité ultime, cette conscience qui analyse ultime est une cognition valide ultime. Ouais. Donc c'est juste pour échapper à ce type de contradiction, même si certains auteurs disent il n'y a pas nécessairement besoin de se prendre le chou, de rajouter des définitions à rallonge, sinon il faudrait refaire toutes les définitions, parce que s'il faudrait inclure les consciences des Bouddhas. Ouais. Donc ça pose question, par exemple, dans le Sotandika, on voit qu'un existence est un phénomène caché, vous êtes d'accord?
Ouais, un phénomène caché, pourquoi? Parce que ça peut être conceptualisé. Mais est-ce qu'un Bouddha conceptualise? Non. J'entends. Ah, ça coupe chez toi, Dominique? Ouais. Donc je Ça disais, coupe tout le temps, ouais, moi. ouais, je disais, du point de vue Sautrantika qui est sur le raisonnement, un phénomène égale phénomène caché, ouais. Oui, Oui, parce que Ouais, un phénomène parce qu'il caché. voile la réalité. Exactement, parce qu'il est voilé par un concept. Ouais. ouais. Mais est-ce qu'un Bouddha a des concepts? Non. Donc ça veut dire qu'il faudrait refaire la définition du grand et noble Paul Butchok. Toutes ces définitions-là, il faudrait les refaire pour inclure la conscience d'un Bouddha. Donc c'est compliqué. Ouais. Ok, très bien. Mm. Et donc il y a aussi un autre débat par rapport à l'omniscience du Bouddha. C'est ça qui est intéressant. C'est que si on dit qu'il n'y a pas d'autocognition chez les Prasangika, Oui. l'autocognition, c'est cet aspect appréhendant qui est en train d'observer la conscience. Ouais. Oui. Mm. Et donc les Prasangika n'acceptent pas l'autocognition. Et donc, ils disent la conscience omnisciente d'un Bouddha perçoit tous les phénomènes, mais ne se perçoit pas elle-même, puisqu'il n'y a pas d'autocognition. Et donc, comment est-ce qu'elle peut être omnisciente si elle ne se perçoit pas elle-même? Donc, il y a des débats comme ça, croustillants. Ah oui, effectivement. Et donc, d'autres vont Et, dire. et alors justement, que disent les Prasangika? Qu'est-ce qu'ils disent parce que c'est pas faux ce que je trouve cette question. Ah ouais, Non, ouais, mais c'est moi, je poserais plutôt la question. Comment ils s'en sortent? Comment ils s'en Ouais. sortent les Prasangika là? Alors, comment ils s'en sortent? Alors, ils vont dire qu'en effet, ils vont critiquer l'autocognition. Ouais, ça fait partie des 8 points difficiles du Prasangika Madhyamaka, ou des 8 points spécifiques du Prasangika, c'est qu'il n'y a pas d'autocognition. Donc, ils réfutent l'autocognition. Mais ils sont malgré tout obligés d'accepter que le Mahamudra est possible, le Dzogchen est possible, etc. Ouais, ça veut dire que la conscience peut s'observer elle-même, Oui. mais sans nécessairement accepter l'autocognition. C'est-à-dire qu'on peut tous observer notre conscience. On est censé le faire en méditation, si on veut Oui. déduire la possibilité de l'omniscience, etc., ou des renaissances. Et donc, on est censé, c'est l'un des thèmes favoris de méditation de Sa Sainteté Dalai Lama. Quand il parle de la méditation, il conseille de méditer sur la conscience. Ouais. Et donc, l'esprit médite sur l'esprit. Oui. Ouais. Et donc, mais en l'absence totale d'autocognition, parce que l'autocognition, elle est inventée d'une certaine manière par les écoles non prasangika, par certaines écoles non prasangika. Et donc, en fait, on peut tout à fait dire, en effet, que la conscience observe la conscience au sens conventionnel. Ouais. Donc, Sa Sainteté explique dans The Gelug Kagyu Tradition of Mahamudra, il dit, en fait, c'est plutôt dans The Gelug Tradition of Mahamudra, ouais, il faudrait rechanger le titre. Et donc, parce que Kagyu, ça veut dire la tradition orale, ouais, et donc Berzin a traduit par la tradition Kagyu, mais en fait, non, c'est la tradition Gelug, la tradition orale Gelugpa, ouais. Ah oui. Ok, c'est pas très grave. Et donc, Sa Sainteté dit que du point de vue du texte de Pancharipoche sur le Mahamudra des Sutras, soit c'est un moment de conscience actuel qui appréhende un moment de conscience immédiatement précédent. Il dit soit c'est une partie de la conscience qui observe une autre partie de la conscience. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt cette seconde option parce que c'est en temps réel. Si on dit que c'est un moment de conscience qui observe un moment de conscience immédiatement antérieur, on observe un non-existant. Mais c'est plus facile de dire ça. Oui, c'est plus facile de dire ça. C'est embêtant. Oui, parce qu'on peut tout à fait se regarder en train de penser. Tout Donc, à c'est fait. la simultanéité. Exactement. C'est ce qu'on fait quand on veut méditer, on emploie l'attention et la Exactement. vigilance. Ouais. 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 Et donc la vigilance, elle observe la conscience en train de méditer en temps réel, pas comment ça s'est passé il y a une seconde, mais en temps réel. Donc j'aurais tendance aussi à dire que c'est une partie de la conscience qui observe une autre partie de la conscience, mais en temps réel, ouais, de manière simultanée. Donc c'est intéressant de se poser ces questions-là, comment ça fonctionne en réalité. Ouais. Et donc les Prasangika vont dire que c'est tout à fait possible au sens conventionnel. L'autocognition, ouais. Hein, Dominique? On n'est pas en capacité de savoir en temps réel, puisqu'on n'a pas accès à l'impermanence subtile. Donc, on ne peut pas vraiment certifier des choses comme ça. Je ne sais pas. Enfin, Alors, On n'est pas... c'est les tantriques qui le font. Quand on est en retrait de Mahamudra et qu'on te dit de regarder, regarder les pensées qui passent dans ton esprit, c'est bien exactement ce qu'on est en train de faire. C'est une partie de l'esprit qui observe l'esprit, qui est en train de penser. Oui, et quand tu dis c'est forcément en temps réel, par rapport à l'impermanence subtile, tu ne peux pas en être sûr. Ça veut dire quoi par rapport à l'impermanence subtile? Ça veut dire quoi par rapport à l'impermanence subtile?
Une parce que quand conscience tu regardes subtile. un objet, tu vois le. Une Oui. conscience subtile. Oui. Mais qu'est-ce Une que ça vient faire conscience. là, la conscience subtile? Moi, Non, j'ai pas mais de conscience ce que- subtile, hein. Je suis un petit pratiquant de petites capacités et je suis tout à fait capable, je peux vous assurer, de regarder les pensées qui passent dans mon esprit là, de manière simultanée. Oui, en temps réel. Ouais, en temps réel. Donc ça veut dire qu'en effet, on peut dire que la conscience mentale, c'est celle-ci qu'on observe quand on pratique le Mahamudra, même des sutras. Et cette conscience mentale est plus subtile que les consciences sensorielles. On peut dire qu'en effet, c'est quand même une conscience subtile. Mais si on compare avec le Mahamudra des Tantras, c'est quand même une conscience très grossière. Ouais. Donc ça dépend par rapport à quoi on compare cette subtilité. Ouais. Et en effet, ce que dit Dominique, c'est intéressant parce que moi, j'aurais tendance à avoir la même expérience que Jordan, c'est que quand j'observe, quand on fait n'importe quel type de méditation, on est censé développer l'attention et la vigilance. Donc la vigilance, c'est un coin de notre esprit qui observe comment est placée notre attention. Est-ce qu'on est dans la torpeur, dans l'agitation, etc. ou pas? Oui. On sait en temps réel, c'est pas est-ce que ma conscience, il y a une heure, était, ou il y a une seconde, ou il y a une milliseconde, était attentive ou pas. C'est au moment où notre conscience est en train de méditer, on est en train d'observer l'esprit qui médite, non? Mhm. Ouais. Moi, j'aurais Peut-être tendance à dire ça. Oui. peut-être que les yogiques relâchent toute attention, je ne sais pas. Alors, s'ils relâchent toute attention, est-ce qu'ils deviennent une table? Bah, Alors, ils ont Bah, nécessairement. moi, il me semble que quand on a réalisé Shiné, on n'est que dans l'attention absolue de l'objet que l'on regarde. Oui, il n'y a Non? plus du tout bah de voilà, torpeur et d'agitation c'est dans ce cas. ça. Ouais. Ouais. Mm. Mais est-ce qu'il y a une absence de vigilance? C'est intéressant de se poser la question. Mais je pense qu'au 9e stade et quand on a réalisé Shiné, enfin moi de ce que j'en ai compris des enseignements que j'ai reçus, à un moment donné, la vigilance, elle a pratiquement plus lieu d'être, voire Il y a même plus, on n'en a plus du ouais, tout besoin. ouais, Oui. c'est ce qu'on comprend. Ouais. En fait, il y en a plus besoin dans le sens où il n'y a plus de torpeur et d'agitation Voilà, subtile c'est ça, au exactement. niveau La mémoire est de suffisamment aiguisée et suffisamment puissante pour qu'on ne perde plus du tout l'objet. Oui, exactement. Mais est-ce que ça veut dire que est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de vigilance? Est-ce que a posteriori, est-ce qu'à posteriori, quand le yogi sort de son absorption, si on lui demande alors comment ça s'est passé, est-ce que tu étais dans la vigilance, est-ce que tu étais dans l'agitation ou dans la torpeur, il doit être capable de le dire, non? Oui, oui, Donc s'il est capable de le dire, ça veut dire qu'au c'est moment là où qu'il y a il de la était en train de vigilance, oui. méditer, il en avait conscience. Mm. Ouais, ouais, c'est intéressant. Donc en fait, Mais il sait l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire que voilà, ah oui, tout à fait. voilà, la vigilance n'est pas toujours là. Quand il n'y a pas besoin, on relâche. Tout à fait. Ok, ça coûte ça coûte. Ouais, ouais. Et en effet, la vigilance, c'est une forme d'introspection, hein, c'est une forme de sagesse. Mm. Et donc, comme disent les enseignants, ils disent qu'il ne faut pas être dans la vigilance trop souvent, sinon ça peut engendrer de la distraction. Ouais. Mais Et, les yogiques, ils n'ont pas la notion de durée de temps, de choses comme ça. Ils n'ont plus aucune notion, en fait. Alors peut-être qu'ils n'ont plus de vigilance. oui, c'est possible. C'est On ne sait possible. pas, hein, on Ouais, suppose. c'est possible, en effet. Est-ce qu'un yogi qui a médité pendant 4 ans sur le même objet, de manière discontinue, de manière pure et parfaite, est-ce qu'il sait que 4 ans se sont passés ou pas? Ça, c'est une bonne question. Bah, il y a plein d'histoires comme ça. On servait un repas à un yogi et puis 10 ans après, il a demandé son repas. Oui, il était en colère parce que son repas n'était pas là. Il n'était Oui, pas là, mais ouais. ça, c'est pas bon, ça. Donc il n'avait aucune vigilance, quoi. Oui, exactement. Il ne devait pas avoir du tout la notion du temps qui passe, sûrement. Tout à fait. Bon, Ouais, on c'est nous le intéressant. dira, quoi. On ne peut pas le savoir, on nous le dira. Mais je ne sais Eh pas ben, si c'est c'est une bonne super. chose de perdre la notion du temps qui passe. Moi, j'espère que ça Oui, m'arrivera jamais. Je ne pense oui, pas que ce soit une très bonne chose, parce que ça veut dire qu'on n'est plus dans la réalité de l'instant présent. oui, exactement. Parce que la notion de durée, elle se fait en fonction de quelque chose qui se modifie, qui change, etc. Mais s'ils sont focalisés sur un seul objet qui n'a rien à voir avec bah, quelque chose qui se transforme d'instant en instant, etc. Parce qu'ils sont censés méditer sur un objet mental, en fait. Mm, mm. Oui, Nécessairement, ouais. Un objet mental ou la conscience mentale, qui elle est impermanente, d'accord, mais combien de temps elle dure, c'est difficile de voir, elle change d'instant en instant, mais elle ne vieillit pas d'une certaine manière, la conscience mentale. Donc on ne peut pas constater qu'on a dû méditer 1 heure, 15 ans, 3 milliards d'années, etc. C'est difficile à dire, ouais.
Ouais. Et d'autant que ceux qui sont dans les sphères du sans-forme, par exemple, perdent totalement le facteur mental de discrimination, d'identification. Ils ont juste une identification qu'ils viennent de naître dans cette sphère, et ils ont l'identification qu'ils quittent cette sphère, mais entre les deux, c'est comme une forme de coma, en fait. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas recommandé s'il n'y a pas le renoncement, s'il n'y a pas la sagesse de la vacuité, etc. Très bien, et ben on est arrivé jusqu'à la page 183 et donc on continuera donc la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Super, merci beaucoup. Merci. Merci. Ce soir pour les débats alors. Oui, à ce soir pour les débats, Philippe, exactement. Philippe. Bonne journée. Salut. Au revoir. Au revoir, bonne journée.